Chez nous, on dit « le linge sale se lave en famille ». On dit aussi que la famille est sacrée. Mais ce soir, on va parler en public d'un linge sale qui détruit la famille, mais surtout de l'intérieur. Bien le bonsoir chez vous et bienvenue dans Secret de vie sur RTI2. La nièce de ma femme est enceinte de moi. C'est le secret de vie de notre témoin anonyme. Objectif de ce soir, lui trouver des clés et non des claques pour un nouveau départ. Une recherche de solutions qui se fera avec vous, moi et aussi notre consultante Erin Koné, thérapeute énergétique. Bonsoir Lynn. Comment ça va? Si je vais bien, bonsoir. Vous allez bien? Ça va, merci. Ravi. Secret de vie, c'est l'émission qui permet à nos différents témoins de se libérer de leur fardeau. Vous faites bien de nous suivre via les antennes de RTI2 du lundi au vendredi dès 18h30. Ce soir, à travers le secret de notre témoin anonyme, nous allons décrypter un fait de société qui se passe dans plusieurs maisons, à savoir un homme marié qui sort avec la nièce de sa femme. Avant le décryptage, écoutons les faits. Je vivais avec ma femme et vu que les charges étaient trop, ma femme étant occupée, elle a préféré aller chercher sa nièce pour nous aider, pour l'aider dans ses ménages. Et le jour, la nièce de ma femme est rentrée dans ma famille, quelque chose a changé. D'abord, son premier jour chez moi, j'ai été ébloui par sa beauté. Et elle aussi, c'est une fille qui avait un style osé, un style extravagant. Alors chaque fois qu'elle venait me servir de la nourriture, elle avait souvent des choses, elle avait des manières avec moi. Mais je ne prêtais pas attention à cela. Alors un jour, madame, ma femme, a eu une urgence dans sa famille, puisque sa famille se trouvait à Boaké. Et il y a eu une urgence, elle est partie. Et elle devait faire 2 semaines. Donc, je devais rester avec la nièce et mon garçon, puisqu'elle s'occupait aussi de mon garçon. À chaque fois, elle avait des comportements, comme j'ai dit, vraiment qui me mettaient mal à l'aise. Au départ, j'ai résisté. Mais au fil du temps, je me suis dit, après tout, c'est une jeune fille. Et un jour, je sortais de la douche et j'ai fait irruption dans la chambre puisqu'elle dormait avec mon fils dans la chambre. Donc j'ai fait irruption dans leur chambre et lorsque je suis rentré, elle était couchée, sans vêtements, seulement avec un slip. Et elle n'avait rien comme drap sur elle. C'était une fille très, très potelée, bien chic, comme on le dit. Et sincèrement, je suis resté là à la regarder coucher et je n'ai pas pu tenir. Mais là, j'ai fait
violent sur moi et je suis ressorti. Je suis allé m'asseoir dans le salon, mais l'image me revenait constamment à l'esprit. Et le lendemain, avant d'aller au boulot, je l'ai appelé parce que puisque je suis en train de prendre mon petit déjeuner, voilà, je l'ai appelé pour qu'elle puisse faire une soupe que j'aime bien. Et elle-même, en tout cas, c'était un cordon bleu en la matière parce qu'elle prépare bien. Et voilà qu'un jour, ce jour plutôt, le soir, lorsque je suis rentré, à table, elle est venue me servir. Mais la tenue qu'elle avait portée, vraiment, puisque c'était un genre décolleté, et comme c'est une fille qui a une forte poitrine, et elle a commencé à me séduire parce qu'elle a su que j'avais des intentions pour elle. Donc, elle m'a servi et elle a eu un comportement qui m'a fait sortir de moi-même. Elle a essayé de me frôler. Ça veut dire, après le service, elle est passée juste auprès de moi et elle m'a frôlé avec son corps. Ça a été vraiment dur, puisque je luttais contre ça, je ne voulais pas tomber dans cette provocation. Mais je luttais. J'ai dit, au fait, ma femme n'est pas là. Il faut que je prenne la décision de faire ce que tout homme peut faire. Donc, je l'ai appelé. On s'est assis dans le fauteuil. J'ai fait semblant de lui montrer un livre et nous étions dans le salon. Au fur et à mesure qu'on regardait le livre, ma main a commencé à glisser sur ses cuisses. Elle a essayé de repousser la main. J'ai insisté. Et elle est restée calme. Et nous avons flirté. Et un jour, après le repas, nous sommes allés dans un hôtel et nous avons fait l'amour. Et après, au retour à la maison, les choses commençaient à changer. D'abord, elle s'est repliée sur elle-même parce qu'elle avait honte. Elle m'a approché, elle m'a dit, « Ah, ce qu'on a fait là, est-ce que c'est bien si ma tante arrive? Est-ce que… » J'ai dit, « Non, tu ne lui diras pas. Et elle ne doit pas savoir. » Et elle et moi, nous avons continué à sortir ensemble. Et au finish, elle m'a annoncé qu'elle ne voyait pas ses menstrues. D'abord, je n'aime pas, de nature, je n'aime pas les avortements. Donc, je lui ai dit, tu vas trouver un nom, voilà, tu vas trouver quelqu'un, tu vas coller cette grossesse à quelqu'un d'autre. Mais moi, je vais m'occuper de ça en cachette. Et quand sa tante est venue, elle a constaté que sa nièce elle n'était pas la même lorsqu'elle a laissé pour aller à Boaké. Et elle lui a posé 1000 questions, mais la petite n'a pas osé dire le nom de celui qui l'a engrossé. Et nous sommes restés comme ça parce que ce jour, je me rappelle, on était au salon lorsque sa tante l'a vraiment harcelée de questions et elle me regardait, me jetait un coup d'œil, mais moi je lui faisais des signes pour ne pas dire quoi que ce soit. Et elle est restée muette, elle n'a rien dit et nous sommes restés comme ça. Sa tante était en colère, elle dit, bon,
En principe, lorsqu'on l'a amenée aussi, c'était pour la mettre à l'école. On devait la mettre à l'école et puis bon, on avait deux choix, soit elle fait la couture ou soit elle continue ses études. Et lorsque cette histoire de grossesse est arrivée, alors sa tante a décidé de la ramener chez ses parents. Et la petite est partie avec la grossesse, avec le secret dans le ventre. Et moi étant le mari de sa tante, cela vraiment m'a travaillé l'esprit et je ne pouvais pas vraiment tenir. Mais néanmoins, je lui envoyais des messages et la petite, elle a eu, comme on appelle, un accouchement difficile, très difficile, puisqu'on lui a fait une césarienne et ça a failli l'emporter. Mais tout ça, je n'osais pas dire que c'était moi. Et elle a souffert. Et vraiment, je me dis que d'abord, j'ai gâché la vie de la jeune fille et ma conscience vraiment me gronde. Et elle et moi, nous avons gardé ce secret jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, je suis venu pour vraiment me libérer. La nièce de ma femme est enceinte de moi. Notre témoin vient de nous dire comment tout a commencé. Relation intime en cachette, grossesse, mensonge imposé et enfin la décision qui l'empêche de dormir. Maintenant que vous savez un peu tout, nous ouvrons le téléphone. 27 22 40 12 58. Selon vous, quelles sont les actions que doit mener notre témoin pour se sentir mieux, pour se sentir bien? 27 22 40 12 58. On rappelle aussi que nous sommes en direct sur la page Facebook de la chaîne RTI2 d'où vous pouvez interagir en direct. Erin. Bon, vous savez, Lynn, une des choses importantes en thérapie, c'est de savoir dire la vérité à son client. Exactement. Contrairement à ce que la plupart des gens pourraient penser, on n'est pas là pour caresser le patient dans le sens du poil et à toujours lui dire que oui, c'est toi la victime, c'est toi qui as raison, etc. Ce qui s'est passé n'est pas bien. N'est pas bien pour lui, n'est pas bien pour son foyer, pour sa femme, et n'est pas bien pour cette jeune fille qui se retrouve aussi avec une grossesse. Donc, je serai impartiale, mais l'histoire est compliquée ce soir. Ce n'est pas bien pour lui, ce n'est pas bien pour son foyer, ce n'est pas bien pour aussi la jeune fille qui est la nièce de sa femme. Alors, en termes de responsabilité entre lui et la nièce, elle qui portait au début des tenues très osées, qui le fleurait, qui lui faisait des codes phares, comme on le dit à Abidjan, qui envoyaient des signaux d'alerte, elle est à combien de pourcents aussi dans cette, dans cette situation? Bon, elle est tout aussi responsable parce qu'elle n'a pas été forcée. On n'est pas dans un cas de viol ou quoi que ce soit. C'est quand même une relation qui est consentie. Donc, à partir du moment où la relation est consentie, les torts sont absolument partagés. Il n'y en a pas un plus fautif que l'autre. Et puis, elle était majeure aussi, il me semble. Donc, oui. Bon, voilà. 27 22 40 12 58. Bonsoir, Ouattara Mohamed. Comment allez-vous? Ouattara Mohamed, veuillez vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît. 27 22 40 12 58. Quelles sont les actions que notre témoin doit mener pour bien se sentir dans sa peau? Alors, je n'arrive pas à dormir. Je culpabilise. Je me dégoûte actuellement. Je suis rongée par la culpabilité. Voici les mots que notre témoin employé pour ces différentes phrases-là. Alors, c'est utile ou c'est juste de l'autodestruction inutile? J'y crois moyennement. Pourquoi? Parce que je pense que lorsqu'on est rongé par la culpabilité, on a une manière de raconter son histoire, premièrement. Et au-delà de ça, on a une manière de procéder aussi. Alors, je ne dis pas que la personne qui se sent coupable va forcément passer aux aveux, mais dans la manière de gérer des choses, lui conseiller d'accoler la grossesse à quelqu'un d'autre et toutes ces cachotteries qui englobent l'histoire,
me font croire quand même qu'il sait pertinemment ce qu'il faisait. Il y a une phrase dans son récit qui m'a marquée, c'est quand il a dit finalement qu'il a fait ce que n'importe quel homme aurait fait. Oui, j'ai pris la décision de faire ce que n'importe quel homme devrait faire. Moi, à partir du moment où j'entends des phrases comme ça dans un témoignage, j'ai du mal à croire en une certaine forme de culpabilité. Voilà, vous savez, la thérapie, c'est aussi savoir lire entre les lignes et ne pas se cantonner uniquement sur les mots. Parce que dire « je me sens coupable », je peux le dire, mais si je ne le ressens pas, il y a une inadéquation entre ce que je dis et donc, ce que je selon ressens. vous, le ton devait être comme un peu plus triste Je pense que c'est pas calculé, hein, Lynn. Quand on se sent coupable, on réfléchit même pas à comment on dit les choses. C'est sincère et ça se ressent. Mais on sent aussi quand on est dans des schémas de manipulation quelque part. Et moi, je vois là plutôt une forme de manipulation, notamment vis-à-vis de la gestion en fait, de cette situation par rapport à sa femme et par rapport à la nièce de sa femme. D'accord. Bon, comme il nous dit qu'il culpabilise, on va rester sur ce texte-là. Voilà. Et trouver des solutions pour notre témoin. Et parlons de recherche de solutions, famille, vous êtes aussi concernés, donc n'hésitez surtout pas à nous appeler au 27 22 42 58 ou interagir en direct sur la page Facebook de la chaîne RTI2. Alors, Pacom, bonsoir, comment allez-vous? Allô, Pacom? Allô? Oui, bonsoir, Pacom, comment allez-vous? Bien, j'espère. Allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, Pacom. Alors, Pacom, Oui. quelle est la solution adéquate pour notre témoin, selon vous? Moi, je considérais qu'il devait dire à sa femme que il a fait sa nièce. D'accord. Moi, c'est mon avis qui est là. C'est votre avis qui est là. D'accord, c'est bien noté. Merci bien. Première option, ce soir, qui vient de Pacom, on dit que la solution adéquate, la clé idéale pour sortir de cette prison psychologique, c'est de dire la vérité, de passer aux aveux. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Lynn, on est ensemble depuis novembre 2025. Je pense que vous avez peut-être une idée de ma réponse. C'est clair. Qui est très souvent la même. Pour moi, il faut dire la vérité. Tout simplement. Il doit avouer ça à sa femme, il doit prendre ses responsabilités d'adulte, d'homme, et dire clairement ce qu'il a fait. C'est bien noté. Alors, comme aussi, il y a ce fait qu'il n'arrive pas à dormir. C'est vrai qu'il doit dire la vérité, mais pour le moment, je me dis qu'il a besoin aussi de dormir. Il a besoin de bien se sentir. Est-ce qu'il y a un exercice concret, un exercice qui pourrait lui permettre justement de bien se sentir, de lui permettre d'avancer, en dehors de passer aux aveux? La meilleure chose à faire pour retrouver un sommeil plus léger, c'est de se libérer émotionnellement de cette histoire, de tout ce qu'elle comporte, de toute cette charge. Et la meilleure façon de se libérer, c'est d'avouer. Parce que la vérité libère, la vérité guérit. Le mensonge, c'est un fardeau qui nous brise en réalité, qui nous brise de l'intérieur, qui nous brise physiquement, moralement, psychologiquement. Donc le fait de passer aux aveux, c'est difficile à l'instant T, ça engendre des conséquences qui peuvent être assez violentes, mais derrière, après, ça nous permet de retrouver une forme de paix et de sérénité intérieure. Alors, par qui il commence? Parce que c'est clair que là, il ne peut plus revenir en arrière. Hein. Donc, on commence par qui? Par la femme, par la nièce. On parle à qui en premier? Il doit commencer par discuter avec la nièce. Voilà, ils doivent discuter ensemble de leur relation. Est-ce que c'est une relation qu'ils veulent poursuivre? Est-ce que c'est une relation qui reste passagère comme ça? Enfin, concrètement, il faut mettre des termes sur cette situation-là, sur cette relation-là. Donc, ils doivent être très sincères l'un envers l'autre. Est-ce qu'il compte reconnaître l'enfant? Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses à discuter parce que finalement, il a créé une famille. Exactement. Donc, il a créé une famille, donc il doit avoir une discussion familiale. Maintenant, après, oui, dans un second temps, il va falloir qu'il parle à sa femme et que la nièce aussi lui parle. Parce qu'on parle d'une relation entre deux personnes qui connaissent de manière très intime la femme. Donc, c'est en deux temps. La nièce d'abord, la femme ensuite. Alors, puisque vous avez parlé de l'enfant, on sait tous que ici, le nom, donner son nom à un enfant est très significatif. Ça, on en a déjà parlé plusieurs fois ici pour la reconstruction, pour la construction identitaire, tout ça. Est-ce qu'il doit justement y songer? À donner son nom, oui.
Oui, bah parce qu'il est le père, hein, ça c'est clair et net. À partir du moment où on a enfanté, on donne son nom à son enfant. Voilà, moi ça me semble normal. Peu importe les conditions dans lesquelles les choses ont été faites. Quand je dis peu importe les conditions, je ne parle pas des gens qui ont agressé des femmes, et non, pas ce genre de cas. Mais à partir du moment où il y a eu relation consentie et non protégée, et qu'un enfant est né, bah, on lui donne son nom parce que c'est notre enfant. Bon, c'est bien noté. Alors, pensez-vous qu'un homme qui a fait ça doit se taire ou protéger sa famille? Selon vous, notre témoin doit-il passer aux aveux ou se taire pour le bien-être de son foyer? Bonsoir Séverin, comment allez-vous? Allô? Oui, oui, Séverin, oui. vous allez bien? Alors, selon vous, notre témoin doit se taire ou passer aux aveux? Bon, selon moi, qu'on appelle, il devrait faire assis sa femme pour bien lui parler, pour expliquer tout ce qui s'est passé, pour qu'elle-même elle doit comprendre que vraiment tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. Et puis, elle peut la pardonner aussi, même si ce n'est pas facile. Lui-même, il doit s'engager à assumer les responsabilités. C'est très bon, c'est mon avis. Merci bien. Moi, de l'intervention de Séverin, sa femme aussi doit comprendre que la chair est faible et que tout le monde fait des erreurs. Alors, je suis d'accord avec une chose. Tout le monde fait des erreurs. Oui, tout le monde. Dans tous les domaines de vie, on fait des erreurs. Je peux faire des erreurs professionnelles, etc. Donc ça, c'est pas un problème. Maintenant, il y a erreur et erreur. Prendre la nièce de sa femme, bon, quand c'est conscient, est-ce qu'on parle vraiment d'erreur? Il n'a pas fait... En fait, on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait exprès. Voilà, dans ce cadre de figure-là. Donc après, libre à la femme maintenant de décider si elle est tenue au courant de cette situation, si elle a envie de poursuivre la relation ou pas. Ça, vraiment, c'est un autre sujet. Mais bon, je reste un peu mitigée. Du coup, à quel moment dire la vérité? Attendre que la nièce se rétablisse complètement ou bien passer aux aveux dès la sortie de cette émission? Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. S'il peut le faire dès la sortie de cette émission, bah, qu'il la fasse. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, plus on garde un mensonge et plus il gangrène. Plus il gangrène, plus le jour où ça sort, parce que ça finira par se savoir d'une manière ou d'une autre, et bien plus, en fait, les dégâts sont grands. Donc, aussitôt la vérité est rétablie, aussi petit est la conséquence qui va suivre. Mais plus on va attendre et plus les conséquences risquent d'être dramatiques. On dit l'argent résout souvent les problèmes. Et c'est ce qui notre témoin, il a dit. Il dit qu'actuellement, il ne donne que de l'argent pour pouvoir atténuer les choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une manière, je vais dire, adéquate de taire ce secret-là? Bon, c'est déjà pas mal. S'il s'occupe financièrement de cet enfant, moi je trouve ça bien parce que c'est une manière de prendre ses responsabilités. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est vraiment bien. Il y a des gens qui donnent leur nom à des enfants et qui ne s'en occupent même pas financièrement. Donc ça, c'est louable. Honnêtement, ça, c'est louable et je pense qu'il doit continuer à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir perdurer toute une vie dans le secret? À un moment donné, cet enfant, il va grandir et il va chercher à savoir qui est son père. Il va chercher à savoir d'où il vient. Et comment est-ce que ça va se passer? Ou peut-être même que cette femme-là, au bout d'un moment, elle en aura marre. On peut essayer d'acheter son silence avec l'argent, mais à un moment donné, peut-être que ça va la fatiguer et qu'elle-même, elle voudra avouer. Donc, c'est un peu délicat. Alors, vous et nos différents amis de Secret de Vie, vous êtes alignés sur la réponse, sur la solution. Notre témoin doit passer aux aveux pour se libérer lui-même, psychologiquement, mentalement, émotionnellement. C'est la meilleure solution. D'accord. Mais par quoi il commence? Comment j'explique? Et qu'est-ce que je dois dire et ne pas dire? Qu'est-ce que je dois éviter de dire? Est-ce que je dois dire surtout? Moi, là, je pose la question en tant que le téléspectateur, pardon, le témoin. Ça, là, je suis dans la peau du témoin. Donc, vous qui êtes la thérapeute, je vous pose la question. Alors, cher thérapeute, en allant dire la vérité à ma femme, est-ce que je dois vous expliquer de la même manière dont j'ai expliqué tout à l'heure à tous les amis de Secret de Vie? C'est-à-dire ne pas oublier que c'est de mon propre chef que j'ai décidé de sortir avec sa nièce. Alors, je répondrai qu'il faut faire doucement dans la manière d'expliquer les choses.
parce qu'on a face à soi un être humain qui a des émotions. Donc l'idée n'est pas de blesser la personne, même si dans tous les cas, cette annonce va lui faire mal. Maintenant, le fond doit être exprimé. Le fait que la tromperie était volontaire et que personne n'a été forcé, ça doit être dit de manière très claire. Le fait que l'enfant est né de cette union-là, ça doit être exprimé de manière très claire. Après, dans tous les cas, ça va la briser. Dans tous les cas, ça va lui faire mal. Mais prendre le soin de choisir ses mots, c'est important pour le processus de guérison aussi de la personne. D'accord. 27 22 42 58. Bonsoir Vincent. Vincent de Paul, vous êtes là? 27 22 42 58. Oui, La nièce allô? de ma femme est enceinte de moi. Vincent de Paul, Oui, comment bonsoir, allez-vous? madame. Bonne émission à vous. Merci, merci bien. Euh, Ami de secret de vie, moi, quel est votre point de vue? Par rapport à ce que le médecin a dit, moi je pense que c'est pas à lui la faute, puisque depuis le début, il a essayé de se maintenir. Bon, moi je pense que de toutes les façons, la vérité va sortir. De toutes les façons, la vérité va sortir. Mais c'est le moment. Parce que attendre au fur et à mesure, là, arriver à un certain moment où la femme saura, peut-être que ça ne sera pas de lui, mais d'une autre personne. Et ça sera difficile de lui pardonner. Donc moi, je pense que c'est le moment, voilà, de demander, d'expliquer comment est-ce que ça s'est passé depuis le début jusqu'à ce que sa nièce tombe enceinte. Voilà. D'accord. Moi, je pense que c'est ça. Merci bien à vous, Vincent. Merci surtout pour votre fidélité. Alors, je suis d'accord avec vous. Hein. Vous dites la vérité. D'accord. Mais après aussi, notre témoin n'est pas le premier fidèle de la terre. Il y a des papas ici, là, ça la funéraille qu'on a découvert qu'ils ont 10 enfants, 30 enfants dehors. Et puis, ils ont bien vécu moralement, mentalement, ils étaient bien physiquement, ils allaient très bien. Vous êtes sûr? Oui. Mais pourquoi vous voulez gâcher la vie du témoin en lui demandant d'avouer là maintenant? Il dit qu'il aime sa femme. Il a commis une toute petite erreur en la trompant. De son propre chef d'ailleurs. Et d'ailleurs, la nièce, elle portait des tenues aussi osées tout le temps dans la maison. Elle a provoqué le monsieur. Et il a dit, il a décidé de faire ce que tout homme devrait faire depuis le début. C'est que dès les premiers signaux, dès les premiers coups de phare, il aurait dû agir. Mais il s'est retenu jusqu'à attendre. Bon, là, il a continué, hein, vous savez, la chair un peu faible. Mais pourquoi doit-il avouer tant que la nièce, elle est loin de la maison et qu'il continue de s'en occuper? Moi, je me dis qu'il va bien. Normalement, on devait donner juste des clés et des astuces pour maintenir ce secret caché et puis s'assurer que la nièce ne dévoile pas le secret. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous me provoquez ce soir, Lynn. Alors, à secret de vie, on prône une chose, l'authenticité et la vérité. Oui, il peut venir vivre dans le mensonge toute sa vie et peut-être même mourir avec ça, mais est-ce qu'il vivra vraiment en paix et heureux? Je n'y crois pas. Est-ce que cet enfant-là, qui va souffrir d'une blessure de rejet, vivra vraiment pleinement heureux alors qu'il ne connaît pas l'identité de son père? Je n'y crois pas. Par expérience, je sais à quel point la vérité libère. Et si on n'est pas prêt à dire la vérité, alors on ne pose pas d'action qu'on ne pourrait pas assumer. Vous savez, la dernière fois, mon assistante m'a dit qu'on lui a donné un conseil très pertinent, que j'ai trouvé moi-même pertinent, qui était que il faut faire des choses dans ta vie que si ta vie entière était filmée là, tu serais fière de présenter à tes parents. C'est clair. C'est-à-dire que si tes parents devaient voir tout ce que tu vis et que tu sais que non, ça là, tu ne veux pas qu'ils voient, eh ben, tu t'abstiens. Eh ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'il est rentré en relation avec cette nièce-là, il savait que potentiellement, ça pourrait se savoir. Donc, à partir de là, la question qu'il faut se poser, c'est si je démarre une relation avec elle, est-ce que j'ai envie que potentiellement ça se sache? Est-ce que j'ai envie que potentiellement ça aille plus loin? Vous voyez? Donc, moi, je n'encouragerai jamais les gens à demeurer dans le mensonge. C'est mon rôle, mais c'est aussi aligné avec mes valeurs. Aussi difficile soit la vérité, je pense et je suis certaine qu'il est nécessaire de l'exprimer. Pour la paix de sa femme aussi, parce que peut-être qu'il bloque son foyer, il bloque son futur mariage. J'en ai même perdu ma boucle d'oreille. Non, mais là, c'est trop. Mais c'est vrai, peut-être que cette dame-là, si elle sait ça, elle aura plus envie de rester dans ce foyer, mais peut-être que derrière aussi,
elle aura quelque chose de mieux. Peut-être aussi que le fait de savoir tout ça fait que cet enfant va grandir avec un père. Il y a beaucoup de peut-être possibles et envisageables, mais tout ça pour dire que le mensonge, ça crée une fausse réalité dans laquelle, à court terme, on croit que les choses vont bien se passer. Mais à moyen long terme, on se rend compte que ce n'était pas du tout la décision et la voie empruntée. C'est bien noté. La nièce de ma femme est enceinte de moi. C'est le secret de vie qui est décrypté ce soir. Avant d'aborder un autre angle de notre discussion, le récap. Je vivais avec ma femme et vu que les charges étaient trop, ma femme étant occupée, elle a préféré aller chercher sa nièce pour nous aider, pour l'aider dans ses ménages. D'abord, son premier jour chez moi, j'ai été ébloui par sa beauté, mais je ne prêtais pas attention à cela. Alors un jour, ma femme, a eu une urgence dans sa famille, puisque sa famille se trouvait à Bouaké. Elle est partie et elle devait faire 2 semaines. Donc, je devais rester avec la nièce et mon garçon. À chaque fois, elle avait des comportements, comme je dis, vraiment qui me mettaient mal à l'aise. Au départ, j'ai résisté. Un jour, je sortais de la douche et j'ai fait irruption dans la chambre puisqu'elle dormait avec mon fils. Et lorsque je suis rentré, elle était couchée et elle n'avait rien comme drap sur elle. C'était une fille très, très potelée, bien chic, comme on le dit. Et sincèrement, je suis resté là à la regarder couchée. Mais là, j'ai fait violence sur moi et je suis ressorti. Mais l'image me revenait constamment. Et le lendemain, avant d'aller au boulot, je l'ai appelée pour qu'elle puisse faire une soupe que j'aime bien. Le soir, lorsque je suis rentré à table, elle est venue me servir. La tenue qu'elle avait portée, puisque c'était un genre décolleté, elle a commencé à me séduire parce qu'elle a su que j'avais des intentions pour elle. Ça veut dire, après le service, elle est passée juste auprès de moi et elle m'a frôlé avec son corps. Ça a été vraiment dur, puisque je luttais contre ça, je ne voulais pas tomber dans cette provocation. J'ai dit, au fait, ma femme n'est pas là, il faut que je prenne la décision de faire ce que tout homme peut faire. On s'est assis dans le fauteuil, ma main a commencé à glisser sur ses cuisses. Elle a essayé de repousser la main, j'ai insisté et elle est restée calme et nous avons flirté. Et un jour, après le repas, nous sommes allés dans un hôtel et nous avons fait l'amour. Elle m'a approché, elle m'a dit, « Ah, ce qu'on a fait là, est-ce que c'est bien si ma tante arrive? Est-ce que j'ai dit non, tu ne lui diras pas. » Et elle et moi, nous avons continué à sortir ensemble. Et au finish, elle m'a annoncé qu'elle ne voyait pas ses menstrues. Donc, je lui ai dit, tu vas coller cette grossesse à quelqu'un d'autre. Mais moi, je vais m'occuper de ça en cachette. Et quand sa tante est venue, elle lui a posé 1000 questions, mais la petite n'a pas osé dire le nom de celui qui l'a engrossé. Et nous sommes restés comme ça. On devait la mettre à l'école et puis bon, on avait 2 choix. Soit elle fait la couture ou soit elle continue ses études. Et lorsque cette histoire de grossesse est arrivée, alors sa tante a décidé de la ramener chez ses parents. Et la petite est partie avec la grossesse, avec le secret dans le ventre. Et moi étant le mari de sa tante, cela vraiment m'a travaillé l'esprit et je ne pouvais pas vraiment tenir. Mais néanmoins, je lui envoyais des messages et la petite, elle a eu un accouchement difficile puisqu'on lui a fait une césarienne et ça a failli l'emporter. Mais tout ça, je n'osais pas dire que c'était moi. D'abord, j'ai gâché la vie de la jeune fille et ma conscience vraiment me gronde. Et elle et moi, nous avons gardé ce secret jusqu'à aujourd'hui. Je suis venu pour vraiment me libérer.
La nièce de ma femme est enceinte de moi. C'est le secret de vie de notre témoin. Secret de vie, l'émission qui permet à nos différents témoins de se libérer de leur fardeau. Et ce soir, notre témoin est venu déposer à nos pieds son fardeau. Il culpabilise d'avoir enceinté la nièce de sa femme. Il n'arrive plus à être dormi. Pratiquement tous nos amis de Secret de vie valident pour l'aveu de ce secret à sa femme. Mais à la vérité, est-ce que c'est réellement nécessaire? On en parle avec Erin Koné, thérapeute énergétique. Je vous ramène justement ma question. On en parlait avant de partir à la pause. Vous avez dit, vous maintenez votre réponse. D'accord. Mais est-ce que ce n'est pas ouvrir une plaie plus béante en disant la vérité? Parce que, je m'explique, laissez-moi aller au bout de mes idées, ne laissez pas de m'intimider à votre regard. Il nous dit que la nièce, déjà, n'est pas dans un bon état. Il culpabilise pour la nièce parce qu'elle a frôlé la mort sur le lit de l'accouchement. Là, la nièce se sent mal déjà parce qu'elle a fait un enfant avec le mari de sa tante. Imaginons un instant que cette dernière parte avouer à sa tante que le père de son enfant est son mari. C'est clair que la tante va la refouler, va la chasser. Elle souffrait encore 2 fois plus. Le mari qui sait causera peut-être le suicide de sa femme, on ne sait jamais, ou bien il fera de sa femme une femme cocufiée dans la ville. On dira, ah, voilà la femme dont le mari l'a trompée, ou bien voilà la femme dont la nièce a eu à faire un enfant avec son mari. Est-ce que vous voyez un peu l'ampleur que la confession, vous voyez un peu, peut engendrer? Donc, honnêtement, c'est vrai, je ne suis pas thérapeute, mais bon, dans certains cas, mentir, comme on dit, peut sauver des vies. Lynn, lorsqu'il est parti faire son sport nocturne, est-ce qu'il a pensé au mal que ça causerait à sa femme si elle le savait un jour? C'est pas quand tout est fini, tout est déjà cuit et que l'enfant est là, qu'on doit se demander « Oh non, mais si je lui dis quelles conséquences ça va avoir ?» Non, ça, il fallait y penser avant d'aller dormir avec la nièce. Je suis désolée. Donc, en fait, dans la vie, il faut assumer ses responsabilités. Et si ça avait été mon client, j'aurais dit non. Il faut assumer vos responsabilités. Vous avez fait quelque chose qui va probablement nuire à votre équilibre familial, eh bien, il faut l'assumer. Sinon, il ne fallait pas le faire, tout simplement. Ne faites pas ce que vous n'êtes pas prêt à assumer. Donc, maintenant, concernant la femme, je veux dire, dans tous les cas, alors oui, elle pourrait décider de se suicider ou quoi, mais c'est des cas quand même très extrêmes. Rares sont les gens qui arrivent à mettre fin à leur vie pour des déceptions amoureuses. Maintenant, ça arrive, donc il ne faut pas aussi le nier, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais si elle est bien accompagnée, si elle est encadrée, ça ira. Du coup, il faut tenir compte du mental de sa femme d'abord. C'est pour ça que dans la première partie de l'émission, je disais que dans la manière dont les choses vont être dites, il faudrait éviter d'avoir des propos blessants, dénigrants, dégradants vis-à-vis d'elle. Mais après, bon, la réalité en elle-même, elle est ce qu'elle est. Le fait de le dire fera quand même mal. Madame Kwasi Hélène, bonsoir. Comment allez-vous? Allô? Bonsoir, Madame Kwasi Hélène. Veuillez vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, nous vous écoutons. Quel est votre avis ce soir? Allô? Oui. Bonsoir, On vous entend. madame. On vous entend très bien. Vraiment, je vous dis vraiment merci pour l'émission. Nous sommes vraiment émus de cette émission qui nous édifie. Merci. Ma réponse ce soir, c'est que le monsieur doit dire la vérité. Mais Madame Kwasi Hélène, est-ce que vous aimeriez entendre... Déjà. Merci. Pour le 7e, il a essayé, je n'ai pas pu vous joindre. Ah, je vous dis vraiment merci. Mais pour l'heure, je voudrais que ce monsieur puisse dire la vérité à sa femme. Mais est-ce que vous aimeriez entendre ces gens de vérité-là? C'est qu'il puisse dire la vérité à sa femme. Oh. Madame Hélène, s'il vous plaît, veuillez vous éloigner de votre poste récepteur. Vous avez de belles choses à nous dire, j'ai bien envie de les entendre. J'aime la vivacité avec laquelle elle intervient ce soir. Allô? Oui. Voilà, je crois que là, c'est bon. Alors? Je suis déjà éloignée, je suis dehors, carrément au dehors. Ah, d'accord.
Alors, donc, je réponds à ma question. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse une telle confession? Oui, allô, je suis là. Je pense que Malheureusement, désolé, là c'est grave, c'est clair. Mais l'essentiel a été retenu de son intervention. Hein. Elle valide aussi votre réponse, elle valide votre solution. Il faut passer aux aveux, il ne faut pas attendre. Parce que vaut mieux tard que jamais, quoi. C'est ça. De toutes les façons, la bombe finira par exploser tôt ou tard. Oui, d'une manière ou d'une autre. Hein, ce genre d'histoire reste rarement sous silence. Comme vous l'avez dit, il y en a dont on apprend les familles annexes à leur décès. Est-ce que leurs âmes reposent en paix après? Je ne sais pas. Après tout, il ne sera plus là pour gérer tout ça. Mais dans les cieux, par contre, là où je suis d'accord, c'est surtout pour la construction identitaire de l'enfant. C'est très pénible de ne pas savoir d'où on vient. C'est très compliqué. Et l'enfant portera le nom de qui? Ça, c'est vrai que... Cher ami du secret de vie, notre témoin entretient l'enfant de son enfant en cachette. Qu'est-ce que vous pensez de cette action? Responsable ou pas? 27 22 42 58. Allez, on poursuit la discussion et cette fois-ci sous un autre angle. Nous allons profiter du secret de vie de notre témoin pour toucher du doigt un fait de société qui intéresse forcément et qui intéresse surtout les membres de famille ce soir qui vivent la même situation. On parle d'adultes consentants, nièces, cousines, sœurs, épouses, des personnes, des maris qui sortent avec les membres de famille de leur épouse. C'est très fréquent. Hein. On en a vu, on en a fait le constat ici dans le secret de vie. Ah bon, avant de poursuivre mes propos, on va prendre l'appel de Madame Nguessan. Bonsoir Madame Nguessan, comment allez-vous? Allô? Allô? J'espère que vous allez bien, Madame Nguessan. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, quel est votre point de vue? Alors, mon point de vue ce soir, pour le secret de vie de ce soir, je conseille à l'invité de dire la vérité. Parce que, quoi qu'on dise, des deux côtés, c'est-à-dire lui et la jeune fille, je me dis que c'est lui le plus responsable. Et donc, depuis l'arrivée de la fille dans sa maison, s'il a vu que la petite porte des habits un peu démembrés, les habits un peu sexy, qu'il n'a pas été ferme en lui disant non, ici on ne porte pas ci, on ne porte pas ça, et lui-même au contraire a séduit, voilà qu'il est tombé dans l'erreur. Et c'est arrivé, il faudrait qu'il dise la vérité parce que un jour, coûte que coûte, la vérité sortira. Oui. Et quand la vérité sort, que c'est mal sorti, ça crée plus de choses. Donc, autant dire la vérité maintenant que de créer certaines choses dans l'avenir. Voilà, c'était là mon avis. Et c'était là mon avis. Bonne émission à vous. Merci bien. Madame Nguessan dit qu'il faut dire la vérité. Vous voyez, Lynn, tout le monde est dans mon camp ce soir. C'est clair, c'est bon. Attends, il n'y a pas d'hommes là-bas. C'est vrai que c'est les hommes aussi qui ont appelé aussi. En début d'émission? Oui, c'est rare ça. Ah bah écoutez, non mais après forcément on a devenu tous des partisans de la vérité ce soir. Oui, c'est ça. J'aimerais entendre les raisons de ceux qui ne sont pas d'accord aussi, on ne sait jamais. Hein. De toute façon, il faut du tout pour faire un monde. Je suis le responsable de la grossesse de la nièce de ma femme. C'est moi qui l'ai enceintée. C'est le secret de vie qui est décrypté ce soir. C'est le fardeau de notre témoin. Suite et fin de la discussion juste après la pub. Retour en plateau et vous suivez Secret de vie, l'émission qui permet à nos différents témoins de se libérer de leur fardeau. Ce soir, en compagnie de la thérapeute énergétique Erin Koné, nous décryptons le secret de vie de notre témoin en essayant de lui trouver une clé et non des claques pour lui permettre d'aborder un nouveau départ. Ce soir, tout le monde est unanime, hein, à l'unisson. Notre témoin doit passer aux aveux. On profite de ce secret de vie aussi pour toucher du doigt un fait de société qui intéresse forcément, à savoir les hommes mariés qui sortent avec les membres de famille de leurs épouses. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Heureusement que nous avons Erin sur ce plateau pour cette réponse. Bon, je pense que les gens aiment l'interdit, ils aiment le danger. Et quand le danger est dans sa maison, ça peut parfois être encore plus excitant.
Donc, selon moi, c'est une des raisons principales qui explique pourquoi certains en viennent à sortir avec le personnel de maison, avec la nièce, la cousine, etc., de leur conjointe ou de leur femme. Après, c'est très malsain aussi, donc ça traduit quand même une certaine chose dans le comportement de la personne. Ça montre qu'en réalité, il n'a pas d'amour ni de respect, encore moins de considération à l'égard de sa femme, parce que trahir avec un inconnu, c'est une chose, mais trahir avec quelqu'un que la personne aime, c'en est une autre. Et puis ça montre aussi quelque part une faille dans le système familial aussi de la conjointe, puisque une cousine qui est prête à sortir avec le mari de sa propre cousine, ou une sœur qui est prête à sortir avec le mari de sa propre sœur, c'est quelqu'un qui est malsain, qui est jalouse finalement. Et donc ça vient démontrer énormément de dynamique autour de la sphère du couple. On accuse généralement, et fréquemment d'ailleurs, les femmes d'avoir séduit. Parce qu'on dit toujours, c'est elle qui a séduit mon mari, c'est elle qui a volé mon mari. Pourquoi on accuse rarement les hommes? Pourquoi nous, les femmes, nous aimons nous leurrer, nous jeter automatiquement sur la rivale? Parce qu'on est dans une société patriarcale où on remet très peu en question la place de l'homme. Donc, c'est toujours plus facile, en fait, de s'attaquer à la femme dans ce genre de circonstances. Et puis après, bon, il y a aussi un aspect un peu culturel. À la base, on est quand même dans des systèmes où il y a souvent de la polygamie. Donc, c'est l'homme qui a plusieurs femmes. On est dans une société où la tromperie est presque banalisée. La tromperie des hommes, notamment. La tromperie des femmes, en soi-même, a toujours été un peu mal vue. Donc, c'est vrai que quand il faut faire porter le chapeau sur quelqu'un, on le fait sur la personne qui en société déjà est assez critiquée. Parce que finalement, lorsqu'une femme se fait tromper, généralement, qu'est-ce que les gens lui disent? Non, mais vas-y, reste dans ton foyer, bats-toi, avale, ça va passer, etc. Et quand c'est une femme qui trompe, du coup, c'est encore plus facile de l'accabler. Alors, je suis sûre que là, devant l'écran, là, il y a des femmes qui songent à accepter leurs nièces, les cousines, leurs tantes chez elles. Et avec le témoignage de notre témoin, elles sont en train de bien réfléchir. Est-ce qu'elles ne vont pas récalculer l'itinéraire à toutes ces femmes-là? Après, moi, je dirais qu'il faut faire attention et écouter les histoires aussi avec beaucoup de discernement. Comprenez que la réalité des autres n'est pas forcément votre réalité. Donc, quand vous entendez une histoire, l'idée n'est pas de se dire que ça va forcément se passer dans votre vie. Et ça, pour moi, c'est très important de le rappeler aux téléspectateurs. On est quand même des Africains, on vit très souvent en famille. Moi-même, j'ai grandi avec des grandes cousines qui sont venues vivre chez moi, etc. Les choses se sont bien passées. Donc, c'est un cas particulier, c'est un cas qui arrive, c'est un cas qui est présent dans beaucoup de familles, mais ne commencez pas non plus à voir tout votre contrée comme un danger potentiel. Voilà. Et ça, c'est important. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un vivre une problématique que vous devez vous dire que forcément, c'est que ça peut vous arriver. Chacun a son histoire, chacun a ses expériences. On n'est pas tous en foyer, en ménage avec les mêmes personnes. Tout le monde n'a pas cette décence-là de vouloir sortir avec un membre de notre famille, etc. Donc voilà, à écouter et prendre avec beaucoup de discernement. C'est bien noté. Allons carrément au thème de notre émission. Irine, votre mot de fin sur le secret de notre témoin, qui est justement j'ai enceinté la nièce de ma femme. Eh bien, à notre témoin, je le répète et je le dis une dernière fois, avouez pour vous libérer. Il y aura des conséquences, c'est un fait, mais voilà. Et puis surtout que cette expérience vous serve de leçon et que vous n'ayez plus à vous retrouver dans de telles circonstances à l'avenir. Bon courage à vous pour la suite et bon courage à votre femme. Avant de passer à la conclusion, permettez que je vous rappelle que c'est toujours possible de participer à cette émission en tant que témoin. Le process, il est simple. Inbox sur la page Facebook de la chaîne RTI2, vous nous laissez votre nom, prénom, numéro de téléphone et l'intitulé de votre secret de vie. Et si vous êtes plutôt au WhatsApp, le numéro c'est le 05 06 96 42 35. Merci de nous avoir suivis, d'avoir participé à cette discussion. À notre témoin qui nous écoute ce soir, la faute est faite, mais votre vie n'est pas encore finie. Nous vous avons donné la clé, l'ultime clé d'ailleurs. Utilisez-la dès ce soir même. Dites la vérité à votre épouse et puis que la paix intérieure vous localise. Amis de Secret de Vie, rendez-vous est pris demain avec le secret de vie de Franck. À savoir, j'ignorais que ma femme est transgenre. J'ignorais que ma femme est transgenre. Instant à ne pas manquer. À demain, c'était Lynn Bonti à la présentation, Youyou Sen
assisté de Walid à la réalisation et Erin Koné comme consultante. Merci à toute l'équipe technique.